Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle conversation sur la conve. Je suis Brian. On m'accompagne ce soir, encore un basketteur. Comme vous le savez, on est parti à la recherche de ces grands sportifs qui ont peut-être quelque chose à dire. Et c'est le but de notre petit podcast. Avec moi, Cédric Mafouta, un joueur qui a joué pendant une quinzaine d'années au plus haut niveau, qui est passé par de nombreux clubs, qui était aussi en équipe nationale. Donc, je vais le laisser se présenter. Cédric, comme je dis tout le temps, merci d'avoir accepté notre invitation, de venir partager avec nous un petit moment. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, comment est-ce que tu grandis, etc. etc. Bonjour Brian, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, vraiment très honoré d'être là aujourd'hui. Alors, si je devais me présenter assez brièvement, donc je suis originaire de Genève, comme tu as pu le dire, il me semble. J'ai évolué au plus haut niveau en Suisse. J'ai fait différents clubs suisses romans, ancien international également, et actuellement à la retraite. Donc, j'ai fini mes études et je suis actuellement enseignant. Tes études d'enseignant. Ok. Tout simplement. Prenons par le début. Tu es formé où? Alors, je commence le basket Paquis Ceget. Et par la suite, j'enchaîne avec Meyrin. Donc, on peut dire un peu des deux. On va sauter peut-être une étape. Enfin, brièvement, ta jeunesse, elle se passe à Genève, avec tes parents, toute ta famille là-bas. T'es né en Suisse? Je suis né à Genève, en Suisse, exactement. Ouais. Ok, ça marche. On est essentiellement ici pour parler de basket. Donc, comment est-ce que tu te rends compte que tu peux faire du basket, disons quelque chose, ou que tu as un rêve de passer professionnel? Ça se fait, je dirais pas naturellement, mais ça se fait par force des choses. Je me suis jamais dit, j'ai commencé le basket et je me suis jamais dit, je vais devenir professionnel en fait. C'est au fil du temps, arrivé en junior, où là on me propose par exemple de jouer en Ligue B. Donc je suis à Meyrin, il y a la Ligue B de Meyrin, on me propose d'aller jouer en Ligue B, je refuse. Pourquoi? Je me dis, non, ça sert à rien, je suis pas intéressé du tout. Mais pas, t'étais nul? Non, même pas. On est en junior, on a une très bonne équipe, je joue bien. On a été champion suisse, il me semble, même cette année-là. On me propose d'aller jouer en Ligue B, donc voilà, l'équipe du club. Je dis non, je suis pas intéressé du tout. Je préfère les juniors, l'ambiance qu'on a et voilà mon équipe. En fait, on t'a proposé ça pour sauter. Enfin, tu sautais une étape entre guillemets. Exactement. Okay. Donc faire les deux en même temps, c'était ça le but à mon avis. Ok, ça veut dire que dans les catégories en dessous où tu jouais, tu étais un peu trop fort pour ces catégories-là. J'imagine. Okay. Je vais pas commencer à me jeter des fleurs. Mais voilà, j'imagine. On va dire ça, d'accord. Voilà. Donc il y a cette première année où on me propose d'aller jouer en Ligue B. L'année suivante, le club de Meyrin monte de Ligue B à la Liga. Et là, on me repropose. Là, je dis oui. Je me dis, ok, d'accord, je vais accepter, voir comment ça se passe. Alors, il y a moi et un autre collègue à moi, Nenad Lazarevic, que je salue s'il regarde. Donc, première année en Liga, je suis aussi en junior. Et voilà, c'est comme ça un peu que je démarre sur la suite de ma carrière. Ok, ça se passe comment la première année en Liga pour toi? Ah, c'est bien. Contrairement à beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont fait leur première année assez bien. J'ai des minutes. Alors, c'est pas... en moyenne, j'ai des minutes. Je peux quand même prouver sur le terrain que je vaux quelque chose et je m'en sors assez bien. Alors, des matchs, je joue pas. Des matchs, je joue bien. Des matchs, je joue pas bien. Donc, ça fluctue. Mais ce qui est bien, on va dire, c'est que j'arrive à avoir des minutes. Je pense que c'est le plus compliqué quand tu es jeune. Et c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu te rends compte qu'à ce moment-là, c'était très rare qu'on donne la chance à un joueur suisse, en plus tu avais 17-18 ans, de jouer au plus haut niveau ici dans notre pays? Ou tu non, dis juste je vais jouer Au début, je ne m'en rends pas compte. Et ensuite, en regardant, en jouant les matchs et en voyant un peu des jeunes que je connaissais, notamment d'équipes suisses moins de 18 ans, qui étaient aussi en Liga, et je vois qu'eux, ils ne jouent pas, par exemple. Donc là, je me rends compte quand même de la chance que j'ai. Ok. À ce moment-là, tu n'as pas de contrat? Enfin, c'est un contrat quoi? Non, je n'ai pas de contrat, non. Ok. Tu signes quand ton premier contrat professionnel? Alors, mon premier contrat, il me semble, c'est la deuxième année de Liga, si je ne me trompe pas, où vraiment, j'empoche un petit billet. Ok. Et comment ça se passe? C'est le club qui est venu vers toi? C'est un agent qui t'a contacté pour te signer? Parce qu'on sait évidemment que c'est un business aussi. Comment est-ce que tout se déroule à ce moment-là pour toi? Alors, j'avais mon entraîneur junior avec qui je suis très proche, qui faisait un peu les démarches,
qui m'aidaient et qui me conseillaient, mais j'avais pas encore d'agent. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça allait encore. Je pense pas que j'avais besoin d'un agent. Donc, c'était vraiment pour parler. Et puis, on m'a proposé ça. J'ai accepté. Pour moi, c'était tout bénef. On m'accepte. Un billet qui tombait, tu joues au basket. Voilà. Pour moi, ça passe. Entre ça, et puis, je me souviens à l'époque aussi, j'arbitrais. J'arbitrais les samedis matins. Donc, je touchais un petit peu d'argent. On avait le droit de jouer. Tu jouais au niveau professionnel, disons, ce qui est. Voilà. Et arbitrer à côté aussi. J'arbitrais à côté. Ouais, c'est ce que je faisais. Ok. Donc, on a Maf qui a fait 2 saisons en Liga à 18 ans, qui signe son premier contrat professionnel. Je pense que les montants n'étaient pas non plus exorbitants à ce moment. C'est toujours pas exorbitant à ce moment. On va pas parler chiffres pour de vrai. Hein, mais non, c'était vraiment. Après, tu le sais très bien, en Liga, on joue pas pour des millions. Hein. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ensuite, la 3e année, elle se passe comment? Là, tu es un cadre de l'équipe. Alors là, j'ai déjà un temps de jeu plus conséquent. Alors, je ne dis pas que je suis cadre, hein, mais je prouve ma place encore une fois. Et ça se passe plus ou moins bien. Donc, il faut savoir que les premières années en Liga, avec Mérin, elles sont très bien passées. On monte de Ligue B à Ligue A. On a un peu la surprise du championnat. Et ensuite, on a notre entraîneur qui a des soucis de santé. Donc, on change d'entraîneur. Et là, ça se passe moins bien. Ok. Donc, l'alchimie, elle n'est pas la même. Et puis, la saison, elle est moins bonne que les précédentes. À cause de l'alchimie de l'équipe ou de l'entraîneur? Un peu des deux, voilà. C'était qui? C'était quoi? Tu peux le dire le nom de l'entraîneur ou quoi? Alain Mason. Ok. C'était pas disons, l'expérience. Malheureusement, il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément d'accord avec sa manière de coacher. Donc, okay. Je crois qu'il a été coupé à Noël. Un nouvel entraîneur, ce genre de saison-là. Et puis, une saison compliquée, disons. Une saison compliquée comme tant d'autres. Ok. Ensuite, tu fais combien d'années là-bas, de suite? J'en fais 3 au total. Ok. Après, tu vas où? Après, je vais à Genève. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait Mérin et Genève. 2 clubs en Liga à Genève, dans le canton de Genève. Ok, donc Genève et Mérin-Gros-Saconnet. Exactement. Et toi, tu es à Mérin et après, tu pars à Genève. Voilà, le concurrent. Ouais, je reste chez moi, mais je vais chez le concurrent un peu. Mais comment ça se fait qu'il y avait 2 clubs? Enfin, alors, c'est une grande ville, oui. Mais on sait qu'ici, pour le basket, déjà que c'est compliqué. Avoir 2 clubs qui jouent au top niveau de la même ville. Moi, je pense que c'était une bonne chose. Ça rendait les choses un peu plus intéressantes dans le canton. Et puis, il y avait des derbys qui étaient vraiment chaud. Super chauds. Ok. Tu fais combien d'années à Genève? Je fais 2 années à Genève. Ça s'est bien passé? Très bien passé, où j'avais Manu Schmidt. Et là, je monte d'un palier, où je suis nommé capitaine. Ok. Je crois ma 2e année. Et là, j'ai vraiment un vrai temps de jeu. Vous avez gagné quelque chose? On n'a rien gagné. Alors, collectivement, c'était compliqué. À l'époque, il y avait Fribourg qui raflait tout. Comme maintenant. Comme maintenant. Ouais. Donc, ça ne date pas d'hier. Voilà. Ouais. Et donc, on s'arrête, je crois, aux portes des demi, où on se fait sortir par... Mais vous étiez au top, disons, que vous étiez à la lutte pour les titres. On était une bonne équipe dans les, allez, je dirais, 4-5 premiers. Et c'était comment avec Manu Schmidt? Très bien. Donc, j'avais cette relation de confiance avec lui, où il me donnait des responsabilités. Et je pense que ça a bien marché pour moi. Je pense que le fait d'avoir un entraîneur qui... Je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Hein, le fait d'avoir un entraîneur qui donne beaucoup de confiance, ça décuple un peu les capacités. Et voilà. Là, on parle de quelle année? Alors là, en termes d'années, là, je vais me perdre. Là, je ne sais pas. 2008? Je crois que c'est 2002, 2000... Ah. Non. On est 2004, 2003, quelque chose comme ça. Ok. Tu fais 2 ans là-bas? Je fais 2 ans exactement. Pourquoi tu pars? Alors là, Manu Schmidt va partir. Et on m'offre la possibilité de jouer à Ronéran. Ok, ça c'était au Valais. Dans le Valais. C'était un bon club à l'époque? Alors, pas trop. Dans le sens où milieu de classement, c'était pas un club qu'on entendait beaucoup parler à l'époque. Mais voilà, c'est là où rentre en compte mon agent. Ok, donc à ce moment-là, tu signes avec un agent? À ce moment-là, je signe avec un agent. J'ai un agent qui me propose différents contrats, des pistes pour la suite de ma carrière. Ouais. Ok. Tu étais content? Comment tu l'as perçu? Alors pour moi, c'est une nouvelle opportunité. Donc, je voyais ça comme un nouveau challenge. Et puis, il y a aussi le fait de partir loin de Genève. Tu voulais partir, tu voulais quitter le... Voilà, quitter un peu le cocon familial et puis voir autre chose. Voilà, là, j'étais un peu dans
on va dire, dans un confort à Genève. Donc voilà, le fait de partir un peu plus loin, on s'entend, hein, c'est pas si loin non plus, mais... Ouais, voir autre chose, quelque chose de nouveau, voilà. se challenger un petit peu. Exactement. Est-ce que maintenant, tu le regrettes ça de partir à ce moment-là? Non, je regrette pas. Ok. Donc, tu signes avec l'agent qui était Seva Koscielny, qu'on connaît très bien. Ok, moi, j'ai une très, 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 très bonne relation avec lui, en dehors du basket, etc. Il m'aide beaucoup. Il m'avait confié une fois, qu'on était mangé ensemble, que tu étais son premier joueur avec lequel il a démarré son agence. Alors, il me semble, alors, premier joueur suisse, il me semble. Suisse, premier joueur, exactement. tout simplement. Le premier joueur américain, c'était Arizona Reed. Ah, d'accord. C'était la même période, ouais. Alors, premier joueur suisse. Donc, pour nous deux, c'était nouveau. Hein. Alors, moi, le fait d'avoir quelqu'un qui puisse un peu m'aiguiller, lui aussi avoir son premier joueur, mais tout se passait bien. Okay. Dans le sens et c'était quoi les... Enfin, on ne peut pas tout dire, évidemment, mais les conditions à cette époque-là, d'un joueur qui signe avec un agent. C'est-à-dire que lui, il fait en sorte que tu aies tout ce que tu veux et toi ou le club en question, après, lui verse un pourcentage. Quelque chose comme ça. Alors, tout ce qui est question contractuelle entre lui et le club, moi, je ne sais pas trop. Okay. À un moment donné, tu avais une feuille devant tes yeux. Voilà, ouais. Mais en fait, lui, il me représentait. Okay. C'est un peu ça le boulot d'agent. Ça veut dire que si moi, j'avais un problème, mais je me confiais à lui, c'est lui qui devait régler les problèmes. Et moi, j'étais plus ou moins tranquille. Okay. C'était un peu ça le deal. Ok, donc tu signes avec lui, ça se passe bien. Tu vas à Sion-Héron, ouais. Un club qui est milieu de classement. C'était comment cette période de j'ai un nouveau club, j'ai aussi un nouvel agent, gérer le tout, et en plus tu dois aussi être bon sur le terrain parce qu'à ce moment-là, tu arrives comme le joueur suisse majeur que tu étais à ce moment-là. Donc exactement, moi j'arrive, j'ai cette étiquette de joueur plus ou moins majeur du championnat, même si je suis jeune, international suisse aussi, et moi je me soucie que du basket. Après tout ce qui rentre en compte extra basket, voilà, je m'en soucie pas trop. Donc ça se passe bien. Sion, on a une bonne équipe avec pas mal d'étrangers. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plus d'étrangers que maintenant. Combien? Si je me trompe pas, il y en avait 6. Majoritairement des Brésiliens. C'était un peu spécial. Pourquoi? Je sais pas. Alors, je sais pas si c'était un pack brésilien, mais je crois qu'il devait être 5-6. Ça parlait portugais dans tous les sens. C'était vraiment du n'importe quoi. Mais non, très très belle année, hein. Très très belle année. On finit, alors à Noël, faut savoir qu'à Noël on est 3e. Je fais une très belle saison jusque-là où j'ai des bonnes statistiques. Je me souviens qu'à l'époque, je crois il y avait aussi, il faisait des 5 idéal et puis je crois que j'étais dans le 5 idéal suisse, donc il y avait le suisse et l'étranger. Donc non, ouais, bien quoi, vraiment bien. Ouais. L'année, tu te souviens? L'année 2007. 2007. Tu fais combien d'années là-bas à Sion-Héron? Alors voilà, la situation est très particulière à Rouen-Héran. On s'arrête à Noël en fait. De cette année-là? De cette année-là. 2007-2008, voilà. Par là. Pourquoi? Alors là, le flou total. On m'annonce, donc à l'époque c'était le manager, il m'annonce que l'équipe va s'arrêter à Noël. Je lui demande mais pourquoi? Ouais, apparemment des problèmes internes, je sais pas exactement. Faut savoir que voilà, c'est Rhône-Sion-Héran, mais on joue à Martigny. Donc il y a un peu une bataille par rapport aux villes, de territoire. Tu sais comme c'est un peu les clubs, des fois, comme ça, ils se tirent dessus, ou des régions. Donc voilà, et puis je crois que je sais pas si c'est une histoire de recettes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, faut savoir, à nos matchs, bizarrement. Même si on gagnait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc à voir et tout, mais voilà, c'est officiel, on s'arrête à Noël 2007. Plus de saison. Vous êtes plus de saison, on est 3e, Rhône-Héran disparaît du championnat. Et je me retrouve sans club. Mais pas d'explication, pas de salaire, évidemment, chômage? Alors, même pas. Moi, donc voilà, je tombe des nues, j'essaie de savoir pourquoi. On me donne des explications un peu floues. Et vu que je sors quand même d'une bonne première partie de saison, j'ai quand même des offres par la suite. C'est ton agent qui te transmet les offres? Il me transmet les offres, il me dit, voilà, telle équipe qui te veut, t'es intéressé. Donc j'ai quand même 2-3 pistes, je me dis, je vais rebondir, voilà, je vais trouver un autre club. Mais les démarches, elles se font un peu lentement. Ok. Et t'as rebondi? J'ai rebondi, finalement, je suis retourné au Bercail. Je suis retourné à Meyrin. Ok, à Meyrin. Du coup, t'es revenu à ton premier club? Je suis revenu à mon premier club. La même saison? La même saison. Okay. Donc 2008, fin 2007-2008, je retourne à Meyrin. Meyrin qui était quand même au fond du classement. Donc voilà, c'était vraiment plus la même dynamique.
Ok, donc tu arrives là juste pour faire ton truc, finir ta saison. Finir ma saison, je fais mes statistiques. Voilà. Ok, la saison elle termine, il se passe quoi après? Alors là, il se passe que voilà, j'ai eu une carrière un peu en dents de scie. Faut savoir que voilà, beaucoup de choses sont passées, comme je pense certains, mais voilà. Ensuite, mon entraîneur de Rhône, Sion-Hérin, reprend Nyon. Et là, j'ai une proposition de Nyon pour l'année d'après. Donc, il veut me récupérer pour jouer à Nyon. C'est l'année où à Nyon, il y a un bon budget, il y a une bonne équipe. Exactement. La grosse équipe, soi-disant, je me suis fait 10 000 francs par mois. Tu connais un peu. Ouais, ça, c'est les sous-dires des gens ici. Voilà, exactement. Qui sont jamais vrais. Ok, donc tu vas à Nyon, une bonne saison. Tu es un joueur top du championnat. Exactement. Alors, personnellement, non. Pour moi, c'est pas une bonne saison. T'as les stats, le niveau de jeu. Les stats, le niveau de jeu, l'ambiance, tout va mal. Ok. Dans le sens où beaucoup d'étrangers. Alors, ça va, c'est pas le problème des étrangers, mais voilà, se faire une place, c'est compliqué. Ouais. À l'époque, voilà, quand il y a 6-7 étrangers, c'est compliqué pour les joueurs suisses. L'entraîneur se fait couper à Noël. Parce que c'était qui l'entraîneur? Petit Pierre. Ok, il se fait couper à cause des résultats. À cause des résultats. Ils ont viré le meneur américain, je me souviens, celui qui avait la crête comme un cinglé là. Je me souviens plus s'ils l'ont viré. Ils l'ont viré, c'est vrai? Je crois qu'en grosse saison, ils l'ont viré. Il se promenait avec des chaussettes pleines de marques de marijuana dessus là. Je me souviens très bien, j'étais tout jeune et je suivais ça comme un passionné. Je me souviens plus de ça. C'est passé dans les journaux et tout, etc. Mais enfin bref, il vire le coach. Un autre entraîneur qui arrive, un Français, je me souviens. Qui a de la peine à gérer le groupe, qui a de la peine à gérer les Américains, certains Américains. Et voilà, la saison en elle-même, c'est une déception parce que c'était une grosse équipe. Vous avez mis un gros budget et ils s'attendaient à un titre. Donc je crois qu'on s'arrête. Je crois qu'on s'arrête au premier tour pour te dire. Contre Bâle. Ça se passe mal, disons. Ça se passe mal. Ok. Et il y a la période où tu es au chômage, entre guillemets, c'est la période quand Sion-Hérin fait faillite. Non, pas du tout. Ok. Donc 2011, tu es au chômage. Voilà, après cette année-là. Après cette année-là, après Nyon, je vais à Montaix. Tu vas à Montaix. Ok, c'est là que ça se passe plutôt bien avec Thibaut Petit. Tout à fait, ouais. Et après, tu te retrouves au chômage. Voilà, oui. Comment ça se fait qu'un joueur de ton calibre à ce moment-là, tu vas à Montaix, vous faites la finale de la Coupe Suisse, vous êtes dans les premiers du championnat, etc. Chômage après. Alors, voilà, c'est une situation, c'était vraiment une situation particulière à l'époque. Même moi, on me demandait pourquoi tu n'as pas de club et tout ça. Alors donc je sors de cette année à Montaix, une année en dents de scie pour moi personnellement, même si dans l'ensemble c'était correct. Donc fini la saison à Montaix, j'ai une proposition pour revenir à Genève. Donc là je parle avec le président du club, Imad Fatal à l'époque, et on s'entend sur mon retour à Genève. Donc on est ok, les deux parties sont ok pour que je revienne à Genève. Donc là, à ce moment-là, tu as plus d'influence sur ton contrat parce que tu connais du monde à Genève, tu connais Imad, tu as pu un peu t'entendre avec lui. Donc, c'est toi, ton agent et le club à ce moment-là représenté par Imad Fatal. Exactement. Donc, je m'adresse directement à lui en fait. Donc, entre-temps, il faut savoir que lui, peut-être qu'il a des vues sur un autre joueur suisse. Même poste. Quasi le même poste. Similaire, quoi. Ok. Et finalement, il se rabat sur l'autre joueur suisse. Mais vous avez déjà un contrat signé ou... Non. Okay. Alors, on avait un accord. Verbal. Pour moi, c'était bingo. Mais finalement, il va signer cet autre joueur suisse à la dernière minute. Ce qui fait que moi, à la dernière minute, je me retrouve sans autre proposition. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Donc, tu as un accord verbal avec Geneva Devils. Tout se passe, tu vas signer ton contrat. Et au dernier moment... Est-ce qu'il t'appelle pour dire non, finalement, je vais prendre quelqu'un d'autre? Tu la prends par ton agent ou quelqu'un te dit? Je la prends par mon agent. Okay. Donc voilà, ce qui fait que moi, je me retrouve sans club et j'aime pas trop la manière de faire en fait. Le fait qu'on ait un accord verbal, pour moi, il me semblait que c'était bon. Après, voilà, un contrat est jamais validé sans la signature. Hein. Mais en tant qu'homme, voilà, si tu donnes ta parole. Comment on gère ces moments-là? Tu avais quel âge à ce moment-là, j'ai quel âge 27, 28? Non, même 24, 25. 24, 25. Non, je le prends assez mal, à vrai dire. Je le prends assez mal, vu qu'après, voilà, je me retrouve sans club, c'est compliqué, donc j'ai plus d'autres propositions. Et c'était, je pense, si je me souviens bien,
cette décision-là qu'il a prise, c'était tard dans l'intersaison. Donc tous les clubs avaient déjà fait leur Les clubs, roster. ils avaient déjà leur roster, ou ils avaient déjà leur idée de ce qu'ils voulaient faire. Je rentrais plus dans les plans, je rentrais pas dans les plans dans certains clubs. Bah, Donc, et ton agent à ce moment-là, pourquoi enfin, t'es censé être un des gros joueurs à ce moment-là. T'es censé avoir un plan B ou un plan C ou un plan D si jamais. alors idéalement, ouais, on est toujours censé avoir un plan B, hein, mais là apparemment il y avait rien d'autre. Donc ce qui fait que je me retrouve vraiment sans club. Tu fais comment? Tu rentres chez toi avec tes Alors parents? je rentre chez moi, je rentre à Genève chez mes parents, je m'entraîne de mon côté, je reste à l'affût. Et puis ce qu'il y a de bien, on va dire, c'est que après, au bout d'un moment, arrivé au début de saison, j'arrive à m'entraîner quand même avec Genève. Ok. Je vais faire un stop. Maf, il a 24-25 ans à ce moment-là. Tu es un joueur qui a prouvé, comme tu l'as si bien dit, que tu étais super bon. À quel moment tu as eu des propositions pour partir à l'étranger? Ouais, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai eu pour ambition de partir à l'étranger. Tu voulais, toi? Moi, oui. Ok. J'ai eu quelques pistes également, en France notamment. De ton côté? De mon côté. Ok. Après, le problème, après ça, c'est des choix de carrière. Hein. Une carrière, c'est fait de choix, c'est fait de paris, de risques. J'avais pour ambition d'aller jouer en Pro B en France. J'ai pas eu vraiment de proposition, mais mon agent m'a dit il y a des pistes en N1, mais je voulais pas la N1. Pour moi, c'était la Pro B minimum, et donc j'ai fait le choix de rester plus ou moins en ici, Suisse, ouais. au lieu d'aller en N1. Voilà. N1. Et j'en parlais justement avec il y a quelques années avec David Ramseyer, que tu as vu également à la conve. Et lui, par exemple, David, lui, il est parti de N1 et après, il a gravi les échelons. Okay. Et il m'a dit, ça, c'est quelque chose que tu aurais dû faire. Tu regrettes? Un petit peu. Honnêtement, un petit peu. Si après, osé, c'est pas quand on parle de regret, c'est pas j'en dors plus la nuit. Hein, mais, voilà, je me dis, peut-être j'aurais dû faire ça différemment. Mais après, voilà, quand tu regardes ta carrière, il y a plein de choses que tu aurais pu faire différemment. Donc, des regrets, oui et non. L'équipe nationale, on n'a pas encore touché ça. Tu as 24-25 ans, tu es ce jour suisse. Je sais que tu l'intègres aussi très très tôt, à 17-18 ans. Tu arrives là-bas, une équipe pleine de stars. Ouais, c'était. Comment ça se passe? Alors, pour l'anecdote, à l'époque, je suis appelé en équipe suisse, je crois que j'ai 18 ans, okay. Première année. Je suis appelé en équipe suisse, je suis choqué, je me dis, mais ok, d'accord, je suis choqué, mais je suis flatté, quand même. Je suis jeune, on m'appelle en équipe suisse. Il faut savoir qu'à l'époque, je suis au collège et qui voulait faire un stage, il me semble, si je me souviens bien, il voulait faire un stage aux États-Unis. Et ça tombait en plein à ce moment-là, milieu. À ce moment-là, ouais. Il voulait faire un stage aux États-Unis, mais moi, ça tombait dans mon année scolaire. Et en fait, je l'ai dit à l'entraîneur, mais je l'ai dit tard. Ils n'ont pas pu faire une démarche pour... Voilà, je l'ai dit tard, il a mal pris un petit peu. J'ai eu un premier appel de l'entraîneur de l'équipe nationale, qui était Manu Schmidt à l'époque. Il me dit ouais, je comprends tout à fait que tu puisses pas venir en équipe nationale, mais voilà, faut dire plus tôt, parce que je m'étais pris à la dernière minute. Okay. Je suis rappelé l'année d'après. Et là, j'arrive, donc première année en équipe suisse, je me souviens très bien. À l'époque, il y a un reportage qui se tourne sur moi et trois amis, un reportage de vie, hein, rien à voir avec le basket. Et j'arrive en équipe suisse à ce moment-là, où on tourne ce reportage. Donc, ma première campagne en équipe suisse, j'arrive avec une caméra. La télé, tout le bordel. Et voilà, pour te dire. Je pense les autres, mais c'est qui, lui, il débarque, sa première année, 19 ans. Voilà. Si tu me connais, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un quand même de réservé, je suis quelqu'un de discret. Donc, débarquer... Première équipe suisse avec une caméra. Donc, il y a le gars, c'est pas les caméras que t'as ici, hein. C'est la grosse caméra. Ouais. Et puis, t'as le gars avec la perche. Donc, on est là, on est à table. Et puis, t'as une perche qui est là au milieu. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dépassé. Mais franchement, c'était compliqué. Mais à part ça, c'était super passé. Il y avait qui dans l'équipe à ce moment? Il y avait, c'était l'année où Thabo s'est fait drafter. Donc, il y avait vraiment, autour de l'équipe suisse, il y avait vraiment un engouement de fou. Il y avait Kromotso Seflocha, il y avait Vladimir Buscaglia, il y avait
les Jacquier, les Wegman. Ouais, une grosse équipe. Grosse équipe, hein. Même si c'est des anciens, peut-être les noms, ils vont pas parler à certains, mais c'est des anciens grands joueurs suisses, voilà. Et vous faites quelque chose avec cette équipe? Alors, à l'époque, on essayait de se qualifier pour les championnats d'Europe. Donc, il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe A, groupe B. On était dans le groupe B, donc les équipes faibles, entre guillemets, d'Europe. Et on essayait de monter dans le groupe A. Donc, on arrive vraiment aux portes du groupe A. Et on se fait... alors, je sais pas si cette année-là, mais l'année d'après, on se fait disqualifier aux portes du groupe A par le Royaume-Uni. Okay. Où il y avait... Tu penses qu'il y a quelque chose qui aurait pu être mieux fait pour cette équipe? Entre vous, entre le staff, Par rapport à l'équipe qu'on avait à l'époque, mes premières années en équipe suisse? Ouais. Non, je pense pas. Franchement, elle était bien coachée quand même. On avait des bons joueurs, mais voilà, on est tombé sur une équipe qui était plus forte. Voilà. Okay. Le Royaume-Uni, c'était vraiment bien plus fort. Et puis après, ils sont restés dans les meilleures équipes d'Europe. 2016, c'est ma première année professionnelle, 2015-2016. Je signe à Monté, toi tu es là-bas. On a gagné la Coupe de la Ligue ensemble. Là, moi je connaissais évidemment pas grand-chose au monde professionnel. Tu étais juste la pièce centrale du truc. Si toi tu n'étais pas là, on était nuls. Faut dire ce qui est. Moi je jouais pas, enfin je parle de nous parce que je faisais partie de l'équipe. Comment est-ce que tu te décrirais cette année-là? Avec Marco, avec Duba, toi, tous les fous qu'on était là-bas. Alors honnêtement, c'était une de mes plus belles années dans ma carrière. Pourquoi? Dans le sens où on avait une très bonne équipe, bien construite. Alors autant, je pense que tu te dénigres un peu en disant que tu n'as rien fait cette année-là. C'était ta première année, d'accord, mais je pense que déjà tu as beaucoup appris. Je pense qu'aussi à l'entraînement, tu as prouvé en match sur les petites séquences que tu as eues. Mais dans l'ensemble, on avait une très belle équipe, très bien construite, on avait une très belle entente. On avait un très bon coach. Et avec tous ces ingrédients-là, on a fait une belle saison. On a eu la Coupe de la Ligue. Je pense qu'il y a quand même un petit regret comment ça s'est terminé avec cette élimination en demi-finale. Et voilà, on parle d'élimination en demi-finale, sachant qu'on gagnait 2-0 et qu'on a perdu 3-2. Et je m'en souviens très bien, c'est qu'on a perdu le premier match. Panique totale. Et le coach était sur nos côtes. Ouais, il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Alors que moi, dans ma tête, je me disais... En plus, on perd le premier match, c'était chez eux. Hein. Voilà, chez eux. Enfin, on est à 2-0. On est à 2-0, on perd, voilà. En plus, on a balle pour gagner. Marco, il rate du milieu de terrain. Exactement. Là. Donc, je me dis, pour moi, il n'y a pas panique à bord. Il n'y a pas... Voilà. Je me souviens, séance vidéo de 3 heures. Et puis, deuxième match. En fait, il me semble que le coach avait déjà tout vu, en fait. Ouais. Lui, dans sa tête, c'était... Il avait vu le truc venir. Il avait le truc venir. Oui, c'était le pire truc qu'il craignait, en fait. Ce qui fait qu'au final, on se fait éliminer, effectivement, 3-2. Alors qu'on est super favori. Alors qu'on est favori, alors qu'on doit gagner cette série. Et puis après, aller en finale contre Fribourg. Et là, contre Fribourg, à mon avis, on avait toutes nos cartes. Du coup, on est éliminé parce que le coach avait l'intuition et puis nous avait, entre guillemets, prévenu que ça pouvait arriver. Après, c'est la perte de ce premier match. Donc, ça reste une de tes meilleures saisons. Quoi qu'il arrive, ça reste une de mes meilleures saisons en termes personnels et collectifs. Je prends les 2 aspects. Ensuite, on part le package Afrique-Amérique, on part à Neuchâtel, les deux. La saison d'après, c'est là que je commence un petit peu à jouer. Soyons clairs, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien. Après, alors, ça ne se passe pas très bien, pourquoi? Parce que je sors d'une année à Montaix où je me fais une blessure à l'épaule, une grosse blessure, je suis opéré. Je reprends Neuchâtel un peu sur le tas. J'ai ma rééducation. Et ce que peu de gens savent, c'est que je me refais une blessure à la hanche. Blessure que j'ai toujours aujourd'hui. Mais je pense que les gens, ils n'ont pas mesuré la gravité de ma blessure. En fait, cette blessure-là, je ne peux pas courir. Je ne peux plus miser sur ce que je fais de mieux. Donc, c'est très compliqué. Autant en attaque qu'en défense, je ne peux plus rien faire. Donc, ces 2 dernières saisons à Neuchâtel, c'est quelque chose... voilà, c'est au final... c'est pas des choses que je retiens de ma carrière. C'est vraiment là, on arrive à la fin de carrière. Tu aurais pu faire quelque chose de mieux? J'aurais pu faire quelque chose de mieux si je m'étais soigné, tout simplement. Ok, tu étais en fin de carrière, tu as un peu laissé traîner. J'ai laissé traîner. Je pensais pouvoir jouer dessus. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai joué dessus. Mais j'étais plus le même.
Ensuite, on pense justement, en fait, 2 années là-bas. Tu décides d'arrêter. Le corps ne suivait plus, c'est ça? On va dire ça, ouais. Ok, donc tu arrêtes parce que ton corps te dit stop. Tu te lances dans les études. Enfin, tu étais toujours aux études. En fait, quand j'ai débarqué à Neuchâtel, en même temps, j'ai commencé les études. Ok. Donc, j'avais déjà un pied dans les études. Donc, tu étais à l'université. Exactement. Comment on gère université et sport professionnel? C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde. Après, tu gères parce que tu es obligé de gérer. Dans le sens où moi, dans ma tête, je suis déjà sur l'après-carrière et sur le fameux plan B. D'accord? Voilà, si j'arrête, parce qu'à ce moment-là, je me dis pas que j'arrête. Si j'arrête, je me dis, voilà, j'ai déjà entamé un peu quelques années en études. Et puis, il me restera quelques années pour finir. Et puis, mais c'était dur. C'était dur, dans le sens où, voilà, en études, il nous faut du temps, concilier les deux. Après, voilà, basket aussi sur la route. C'est difficile de réviser, d'être à fond dans le basket ou d'être à fond dans les études. Tu es un peu entre deux. C'est ça, il faut naviguer un peu. C'est ça qui est compliqué. Mais voilà, c'est aussi la force de caractère ou la force mentale qui permet ce genre de personnes qui font les études, qui pensent à une après-carrière ou même avant de commencer sa carrière professionnelle, de tenir bon et de concilier un petit peu les deux, même si ce n'est pas facile, et de pouvoir ensuite, quand on finit sa carrière, avoir quelque chose. Maintenant, tu es prof, donc voilà, tu as une famille. Tu as bien réussi, disons. J'ai une petite série de questions avant de finir, un peu décalées. Je voudrais que tu me répondes chacune par une phrase. D'accord, je vais essayer. Donc, la première, c'est le meilleur coach que tu aies eu parmi tous ces coachs. Alors, je suis tenté de dire Bapsevich. Parce que je crois que c'est celui qui a su ressortir le meilleur de moi-même. Mais tu l'as eu aussi, hein, tu sais que c'était compliqué. Ouais, c'était dur. Avec lui, il faut avoir le mental. Et je pense qu'il a réussi à me bousculer un peu. Et il faut savoir répondre avec lui, en fait, c'est ça. Le pire? Ou le moins bon? Ou celui-là que tu as un plus mauvais souvenir? Alors, peut-être Andrea Petit-Pierre. Parce que c'était décousu. On faisait ce qu'on voulait. Il y avait aucune structure, il n'y avait aucune organisation. C'est d'arriver open gym. Ah ouais, c'était pratiquement ça. Donc, c'était très, très compliqué. Alors, ça a marché à Rhône Sion-Héran. Je ne sais pas comment, mais ça a marché. Mais par exemple, à Nyon, l'année d'après, ça n'a pas marché parce qu'il y avait des joueurs qui avaient besoin de structure. De structure. D'être cadré. Le meilleur coéquipier. Le meilleur coéquipier. Ou la meilleure personne, joueur que tu as eu. Alors là, tu me parles... Parce que c'est deux questions différentes. Alors le meilleur coéquipier. Si tu devais choisir un avec qui tu pourrais partir à la guerre en tant que coéquipier, tu choisirais qui? Parmi tous ceux que tu as eu. Je sais pas. Repose-moi la question après et tout. Ok, le pire? Le pire coéquipier? Ça, ce serait dans les Américains. J'en ai eu... Il y a eu des cas. Certains, j'ai eu des cas. Certains, tu sais, ceux qui viennent et puis qui pensent déjà au contrat d'après. Donc, ils font pas de passe. Ils s'intègrent pas du tout. Donc, ils parlent à personne. Ils viennent à l'entraînement. Aucun effort, quoi. Aucun effort. J'en ai eu quelques-uns comme ça, ouais. Ton plus beau souvenir dans le basket? Alors, je dirais 2. Hein, le fait d'avoir gagné la Coupe de la Ligue. Et je dirais aussi premier match en équipe suisse où j'ai pu jouer à la maison. Donc, c'était à la salle du Marin-Grand-Saconnet et puis j'étais devant ma famille. L'inverse de ça, le pire? Alors, je dirais que c'est la défaite avec Montreuil contre Lugano. Donc, c'était le grand Lugano et puis on était les yeux dans les yeux avec eux et puis on perd à la dernière seconde. Donc, je pense que tu suis encore aujourd'hui un petit peu notre basket. Alors, très peu. J'avoue que c'est plus le même amour, quoi. Ok, mais si on te posait la question, je te pose la question du meilleur joueur suisse actuel du championnat. Alors, dans ce cas, je dirais toi. Pourquoi? Il y a Marco, il y a Dusan, il y a Nathan, il y a... Ouais, mais c'est plus la même chose. Alors je dis par exemple, Marco ou Mladjan, ils sont en fin de carrière déjà. Bon, Marco, il est jeune, il a 29, Marco, là. Il a 29. Bon, après, c'est que, voilà, évidemment, il
Là, il est chill, il est chez lui, il est tranquille, il a fait ce qu'il avait à faire. Il me semble, ouais. Il a plus la même hargne. Tandis que toi, j'ai l'impression que tu arrives au pic de ta carrière et que aussi tu joues sur les deux côtés du terrain. Je t'ai vu défendre pression tout terrain, comme je te vois marquer des points en attaque. Et je pense que tu arrives aussi à influer sur un match. Ok. Bon, je ne vais pas m'exprimer. Hein. Moi, je prends. Hein. Ok. Maintenant, Maf, si je veux que tu prennes 2-3 minutes pour répondre à 2 questions qui sont... Je les pose à tout le monde. La première, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre basket suisse? Évidemment, il a évolué depuis ces années que tu étais joueur professionnel. Si tu devais, histoire, disons que tu pouvais influencer sur quelque chose, ça serait quoi? Et deuxièmement, un message à passer à tous les jeunes basketteurs suisses ou tous les jeunes qui pourront voir cette vidéo, qui vont s'inspirer, qui vont retracer ton parcours. Quel serait ce message? Alors, le basket suisse, déjà, je dirais que ça va paraître un peu banal, mais je pense qu'il faut miser sur la formation. Je regarde un club comme Fribourg, je pense qu'il faut quand même s'en inspirer. Dans le sens où ils ont un noyau, comme je les vois en ce moment, ils ont un noyau. Ils ont des joueurs suisses qui sont issus du club et qui pèsent sur le championnat. Ce qui prouve que la formation suisse, de leur côté, a marché. Et c'est devenu des joueurs majeurs, des joueurs qui sont aussi en équipe nationale. Et contrairement à... je vais prendre ce que je connais, hein, Genève, par exemple, le canton, hein, je dis. Hein. Je pense qu'on a eu de super talents, mais que ça n'a pas suivi par la suite. Alors, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais il y a toujours eu ce moment où ils arrivent en Ligue A, et je trouve qu'il y en a beaucoup trop, et c'est pas normal, il y en a beaucoup trop qui ont arrêté d'arriver en Ligue A. Alors, je dirais, mon message de fin pour les jeunes, ce serait de ne pas avoir peur de l'adversité. Je sais que c'est compliqué quand on est jeune, on veut prouver tout de suite. Je leur dirais de continuer de travailler, que le travail en général, ça paye. Et que voilà, faut qu'ils se fixent des objectifs et il faut qu'ils soient patients. C'est comme partout. Hein. Là, on parle de basket, mais dans la vie en général, vous aurez aussi de l'adversité. Donc, il faut savoir serrer les dents, il faut savoir... Donc voilà, c'était encore une fois une conversation. Je pense qu'il est intéressant de souligner la persévérance. Vous avez vu quelqu'un qui a joué pendant presque 20 ans dans notre championnat, qui s'est battu. Il y a eu des hauts et des bas, mais qui n'a jamais rien lâché. Qui s'est retrouvé par moments dans une situation difficile. Et c'est lors de ces moments-là qu'il a su revenir plus fort et se relever. Donc c'est tout à ton honneur, Maf, d'être venu, d'avoir partagé ces quelques paroles avec nous. Quant à vous, je vous dis, voilà, encore une conversation. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On commence gentiment à faire du bruit, donc c'est bien. Et je vous dis à bientôt pour une autre conversation. Ciao.